Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure, une lumière que nous allons projeter cette semaine sur quelqu'un qui préfère plutôt l'ombre, et pour cause, il est magicien, illusionniste, il joue avec ses cartes et il joue avec nos nerfs. Il s'agit d'Augustin Petit, alias Gus. Bonjour. Bonjour Marie, Gus. Merci pour l'invitation. Ravi d'être avec nous à l'occasion de votre tournée partout en France et même au-delà, puisque vous partez aussi en Suisse avec votre spectacle Illusionniste. Et puis vous venez aussi nous présenter votre livre, un livre de tours de magie qui s'appelle 30 tours et manipulations aux éditions La Martinière. Voilà, qui est juste à côté de vous. Alors, un magicien, un illusionniste ne dévoile pas ses tours, normalement. Vous l'avez fait ? Oui, après, on a un peu ce fantasme que la magie est gardée dans un vieux grimoire qu'il faut se passer de génération en génération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, l'information est beaucoup plus accessible. Donc, il y a des jeunes magiciens qui peuvent apprendre la magie, même sur YouTube. Et moi, j'ai rencontré plein de jeunes magiciens après le spectacle ou en promo qui me demandaient « Ah, comment tu fais tel ou tel mouvement ?» Et je trouvais ça sympa d'expliquer les mouvements qu'on m'a le plus demandé dans un bouquin parce que il y a les gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai pu échanger, puis tous ceux que j'ai pas encore rencontrés, et je trouvais que c'était une bonne manière d'arriver chez les gens pour leur apprendre un peu la magie, les manipulations. À manipuler, vous le dites d'ailleurs, et c'est marqué 30 tours et manipulations, et on se rend compte, parce que je l'ai lu, que c'est comme pratiquer le piano, hein. C'est quand même une vraie technique, c'est extrêmement difficile, il faut des heures et des heures de pratique pour maîtriser finalement, parce que tout est dans les doigts, dans la manipulation. Ah, c'est exactement ça, ouais. Ouais. C'est un nombre d'heures, et j'aime bien l'analogie avec le piano, parce que les manipulations, c'est un peu comme des notes, c'est un peu comme le solfège. Faire ses gammes. Voilà, il faut faire ses gammes, et après on peut créer donc une chanson ou un tour avec les notes, les morceaux de solfège qu'on préfère, qu'on a préféré travailler, mais c'est vraiment c'est que de l'entraînement. Alors c'est vrai qu'on entend bien plusieurs heures de travail. Combien par jour d'heures? Vous entraînez combien de temps par jour? Ça dépend des périodes, mais la vérité, c'est que j'ai pas une réponse en nombre d'heures, mais là, par exemple, ça me fait bizarre de ne pas avoir de jeu de cartes, parce que moi, quand je suis à mon bureau, c'est pour ça que je suis vraiment pas très efficace dans tout ce qui est administratif, tout ce qui est à côté du spectacle. Alors montrez-nous, c'est vrai qu'on a envie. Mais moi, je suis constamment en train de faire mais c'est même des choses que je maîtrise ou des choses que je travaille, mais j'ai toujours... je sais pas, c'est comme un peu de méditation. En fait, parce que ça a l'air très très simple, mais en fait, ça prend énormément de temps pour maîtriser ça. Là, ça a l'air beaucoup moins simple. Non, mais ça prend un petit peu de temps, mais ça se fait quand même. Et c'est vrai que moi, j'y passe ma journée. Donc, chez moi, je pense qu'il y a des jeux de cartes. J'ai un jeu de cartes dans la cuisine, à mon bureau, dans le salon. En fait, là, c'est un jeu de cartes à votre nom. Oui, alors, et Gus. Ça c'était un peu une lubie de magicien, c'est qu'on utilise tous les mêmes jeux de l'entreprise Bicycle. Et c'est United States Playing Card Company, c'est ceux qui font tous les jeux des casinos un peu partout dans le monde. Et donc, c'est on apprend aussi qu'il y a des cartes bridge et des cartes poker. Oui, il y a différents formats de cartes. Et là, c'est ça, c'est donc formats poker. Ça, c'est poker. Et en fait, ces cartes, elles ont la particularité d'être un petit peu plastifiées. Elles sont finies d'une manière qui fait qu'on peut vraiment faire des beaux mouvements homogènes et élégants. Et donc, bon, après, c'est un petit peu comme vous parliez tout à l'heure du piano ou autre chose. Un magicien, quand il touche les cartes, il ressent si elles sont plutôt souples ou plutôt dures, si elles sont un peu plastifiées ou pas assez. Enfin, on peut faire des tours avec des jeux neufs, en fait, des cartes neuves. C'est conseillé plutôt. Hein. C'est parce que les tours seront plus élégants. Parce que si on fait choisir une carte comme ça, que le jeu est neuf, il va bien glisser. Il y a un côté un petit peu élégant. Si on prend un vieux jeu de cartes qui a été un peu, je sais pas, qui a trop vieilli, sur lequel il y a de l'alcool qui est tombé, enfin bref, les cartes collent, elles sont cornées, c'est beaucoup moins agréable pour la personne qui fait le tour et pour les gens qui ont fait. Donc, bon, allez, faites-moi un tour. Avec plaisir. Alors, on a envie. Vous avez peut-être une carte préférée? Dites-moi, vous pouvez me la dire, il n'y a pas de souci. Pourquoi c'est celle qui est là ou non, quand même pas? J'ai une chance sur 52, mais c'est toujours cool d'essayer, on ne sait jamais. Allez, on va dire le roi de cœur. Ah, c'est pas mal, roi de cœur. Les gens disent souvent dame de cœur, mais roi de cœur, c'est rare. Alors, faut pas que vous soyez triste, Marie, mais vous allez voir, j'ai pas de roi de cœur dans mon jeu. Je sais pas si vous arrivez à voir toutes les cartes d'ici. Mais j'ai pas de roi de cœur pour une raison assez évidente, c'est que j'en ai posé une. Alors, ça va vous agacer, mais c'est pas hyper grave. Ça, c'est bien le roi de cœur, d'accord? C'est assez incroyable. Alors, on va la... Aïe, c'est vrai que c'est bluffant. Au milieu, vous allez me dire stop quand vous voulez sur une carte. Non, on ne s'était pas du tout vu avant. Ah non, sachez-le, je suis très surprise. Je n'ai pas dû dire peut-être que c'était trop facile à roi de cœur. Même vous allez la retrouver vous-même, vous allez voir. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Essayez de dire stop sur le roi de cœur, c'est votre préféré. Quand vous voulez. Stop. Ok. Encore un peu ou pas? Non. Bon, je la pose juste ici. Vous voyez, il y a quand même du choix. Il y a 52 cartes.
C'est agréable. Et là, c'est bien le roi de cœur. C'est vous qui l'avez fait, Marie, je vous félicite. C'est parfait. C'est bluffant. C'est vrai que c'est bluffant. Ouais, si vous regardez bien, en vérité, c'est pas vraiment le roi de cœur. Si vous le fixez bien, ça, c'est le 5 de pique. Parce que le roi de cœur, vous savez, il est juste ici. Voilà, c'est typiquement le genre de il n'y a rien à dire. Je peux faire en boucle à mon bureau. C'est vrai que c'est étonnant. Parce qu'on ne comprend pas. C'est vrai que ça va tellement vite, on ne comprend pas. On comprend pas. Ce roi de cœur, oui, comment il est apparu ça me laisse ça me fait plaisir. perplexe, je ne sais plus quoi vous demander. Mais justement, ce tour-là, vous ne l'expliquez pas, hein, je crois, dans votre livre. Alors, parce qu'il y a beaucoup de manipulations, les vrais tours, vous les non, si, les en donnez fait, pas. par exemple, en fait, j'explique certains des mouvements, mais c'est vrai que là, je vous ai fait le numéro pas vraiment comme je le fais d'habitude, parce qu'il y avait ce petit fauteuil, je me suis dit je vais poser une carte dessus, et j'ai un peu fait ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai un peu fait le numéro comme ça me chantait, mais par exemple, cette manipulation que je vous ai fait tout à l'heure, quand j'ai transformé votre roi de cœur en 2 de trèfle ou 5 de pique, ça c'est expliqué dans le bouquin, les mélanges sont expliqués dans le bouquin, faire un accordéon comme ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont expliquées. Oui. Et il y a retrouver quand même la carte parmi... retrouver la carte, c'est pas expliqué de cette manière-là, mais c'est expliqué d'une autre manière, et c'est une manière qui est peut-être un peu plus accessible, mais dans l'absolu qui fera le même effet, parce qu'on retrouve la carte. Donc après, c'est des débats de magiciens, à dire non mais toi tu la retrouves comme ça, ou avec le mélange américain. C'est vrai que pour le grand public, on s'en fiche un petit peu, du coup, il y a vraiment des choses qui sont de plus en plus compliquées au fur et à mesure du bouquin, mais je voulais aussi que ça soit... En fait, j'aurais pas été capable de défendre ce livre s'il n'y avait pas vraiment des choses que je fais en promo ou dans le spectacle, tout ça, parce que ça fait un peu, moi je fais des tours super que j'ai bossé, puis je vous mets des tours faciles. Les tours qui sont faciles, ils sont là parce que ils impliquent peu de travail, mais ils créent du résultat au bout d'une demi-journée ou une journée de travail. Et je pense que c'est important. Plus que ça, à mon avis, quand même. Il y en a un, par exemple, auquel je pense, où... oui, il faut avoir bossé quand même les manips, donc c'est plus d'une journée, mais au bout de quelques jours, on peut clairement commencer à le présenter. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Parce que vous avez quand même des grandes mains, quand on a des petites mains. Pour des mains plus petites, on peut... alors vous, par exemple, l'excuse des mains n'est pas du tout valable. Ah bon, je suis pas désolé. Valable. Bon, non, mais par contre, pour un enfant compliqué. de 10 ans, effectivement, c'est mieux d'avoir des cartes de format bridge. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est important qu'il y ait des tours qui soient assez rapidement présentables, parce que c'est aussi en faisant les tours et en voyant un peu les étoiles dans les yeux des spectateurs qu'on a envie de bosser plus de magie. C'est pas que un truc perso de se faire kiffer, de se dire ouais, moi j'adore quand les cartes elles s'enlacent pile poil de manière symétrique. Il y a un vrai truc de partage. En fait, la magie, elle a du sens que si elle est partagée avec les gens. Sinon, parce que se bluffer devant son miroir en disant c'est ma carte, c'est pas ma carte, on s'en fout complètement. Et vous, les tours, vos tours, comment est-ce que vous les avez trouvés? C'est en allant piocher chez les autres, en inventant vous-même des tours? Alors, ouais, il y a deux situations différentes. En situation de ce qu'on appelle le close-up, comme ça, de proche à une table ou comme ça, à 2 personnes. C'est des tours que j'ai appris dans des bouquins, des vidéos, des DVD, tout ça. Après, je les ai remis un petit peu à ma sauce, mais globalement, on apprend tous un petit peu dans les mêmes supports. Et après, c'est surtout sur scène qu'on va pouvoir créer une atmosphère et une personnalité. Donc par exemple, moi souvent je détourne mes passions sportives ou des passions cinématographiques avec la magie pour le spectacle. Donc ça peut être, je fais un numéro sur la chasse sous-marine, sur le tennis. Oui, vous adorez la plongée et les sports de glisse. Les sports de glisse énormément. Je fais une remise d'Oscar du meilleur spectateur. Je fais un numéro autour des affiches de films. Donc c'est vraiment... En fait, tous les univers que j'aime, je les ai pris et je les ai transformés, je les ai pas mélangés avec de la magie pour en faire des numéros de magie originaux. Est-ce que vous préférez, ça reste le close-up quand même, ce que vous faites là, en rapproché? Parce que dans votre livre, vous dites que la magie visuelle, c'était pas trop votre truc, en tout cas au démarrage. Au démarrage, c'était pas du tout mon truc, parce que moi, j'admirais des gens qui étaient... C'est-à-dire les grands numéros, ouais, magiciens, mimes, danseurs, comme... moi, je pense à un mec qui s'appelle Nestorato ou Laurent Beretta, et du coup, je rêvais de faire un numéro... C'était... je dis c'était, mais c'est toujours... ils font partie de mes idoles, en fait, de gens qui ont vraiment créé 5 minutes de magie tellement abouties qu'ils ont fait le tour du monde avec. Et je pensais que c'était ça, la manière la plus évidente de vivre de la magie. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis ni danseur, ni mime. Et du coup, j'avais un petit souci dans la gestion. Je savais pas trop quoi faire de mon corps, en fait, quand je faisais apparaître des trucs, tout ça en musique. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai vraiment un besoin viscéral de faire des blagues avec les gens et de les entendre rire. Donc, je suis allé d'abord... Mais c'est aussi parce que j'ai vraiment exploré cette branche de la magie et que j'ai fait des festivals. Enfin, j'ai eu quand même ce numéro dont je parle, visuel, je l'ai fait dans plein de festivals et j'avais quand même beaucoup de plaisir à le jouer, mais je sentais qu'il y avait un truc qui était pas moi et c'était juste
pas la bonne approche. Quoi. Oui. La magie façon David Copperfield, c'est pas trop votre truc. Bah alors ça dépend. C'est un autre type de magie. En fait. Oui, David Copperfield, c'est un peu notre Mozart vivant, on peut dire, parce qu'il fait de tout. Lui, il fait aussi bien de la magie visuelle en dansant que de la magie humoristique, de la grande illusion. Donc oui, il y a clairement, dans la partie visuelle, je m'y retrouve un petit peu moins. Puis en plus, aujourd'hui, il a un spectacle qui est très moderne, complètement dans l'air du temps, mais il a vécu aussi d'autres années de magie où il y avait des mouvements un petit peu de tout un peu cliché de la magie, mais ça fait partie d'une époque. C'était moderne quand c'était dans son époque. Quoi. Quel est votre tour préféré ? Mon tour il y en a préféré, un que vous faites tout le temps et vous alors c'est un des tours du spectacle, c'est le numéro avec le fusil harpon, parce que j'ai mis quasiment 2 ans à trouver comment faire pour que ça fonctionne. Donc c'est un spectateur qui choisit une carte, qui signe, et le jeu de cartes est posé dans une boîte qui fait que ça explose, donc il y a vraiment un nuage de cartes au-dessus de la scène, et je tire dans ce nuage de cartes avec un fusil harpon et je plante la carte du spectateur. Et ça, j'ai toujours rêvé de faire un numéro avec un fusil de chasse sous-marine, parce que c'était une passion que je partageais avec mon papa. Quand on était jeune, on en faisait vraiment énormément ensemble, et j'ai trouvé tellement de méthodes qui ne fonctionnaient pas. C'était une catastrophe. Dans mon studio à Lyon, je pense que j'ai cassé un cadre, une vitre, j'ai planté plusieurs cartes, pas la bonne. Et le jour où j'ai trouvé cette méthode qui n'était pas dangereuse pour moi ou pour les spectateurs, c'est important quand même, oui. J'étais super heureux de pouvoir le mettre dans le spectacle parce que c'est vraiment 2 ans de boulot. Alors racontez-nous quand même d'où vous vient cette passion pour la magie, puisqu'au départ c'était quand même pas gagné, c'était pas votre profil du tout. Vous étiez étudiant en école de commerce, vous avez fait une grande école de commerce à Lille. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est grâce à cette école de commerce, grâce à l'ISEC, je suis parti étudier à Hong Kong pendant 1 an. En fait, à cette époque-là, je connaissais un seul tour que j'avais appris quand j'étais jeune et je le faisais à tout le monde. J'ai saoulé mes petites sœurs, mes proches. Ah oui, donc vous connaissiez déjà des tours petits, un tour. Mais c'était un tour où en fait on fait un patch de cartes, on demande d'aller dans quelle ligne, puis dans cette ligne, puis machin. Vous l'aviez appris comment ? Je l'avais appris. Par votre père ? Non, parce que j'avais vu un magicien quand j'étais très jeune, un Noël de famille, et il m'avait appris le tour parce qu'il voyait que j'étais vraiment au taquet et que je suivais partout. Donc il m'avait appris un tour, donc pendant 15 ans j'ai traîné un tour. Mais c'est un tour tellement long que les gens s'endormaient avant que ça soit terminé, donc c'était un peu compliqué de le présenter. Et ce soir-là, quand j'étudiais à Hong Kong, j'ai un ami qui m'a offert le DVD de Bernard Billis, qui est le magicien du plus grand cabaret qu'on connaît tous. Votre maître. Et ouais, vraiment, clairement, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, tous les secrets sont là, sont accessibles en fait. Et donc j'ai commencé à travailler, donc il faut m'imaginer en cours de finance ou de marketing avec un bureau ici. Et moi j'étais comme ça, et ça avec faisait vos du bruit, j'essayais d'être un peu discret, je faisais mes mouvements comme ça, je faisais vraiment mes gammes en fait. Ça sous la table. Ouais, sous la table. Ça m'est arrivé de me faire sortir de cours parce que je faisais un peu de bruit. Mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et puis après... déjà à l'époque, vous étiez dit, je veux faire ça. Pas du tout. Là, je faisais de la magie dans les bars, les restaurants. Puis, en fait, ce qui m'a vraiment plu avec la magie, c'est de me dire qu'on est, donc on est à Hong Kong, il y a énormément d'expats et on peut être autour d'une table, 5 nationalités différentes, que personne parle la langue de l'autre. Et pour autant, si je fais un tour, je me rendais compte que tout le monde parlait le langage visuel et on passait un moment qui était ultra festif alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Et ça, je me suis dit, c'est fou quand même parce que... C'est un langage universel en fait. Oui, ça brise toutes les barrières en fait. La magie, c'est visuel. C'est-à-dire, si vous choisissez une carte comme ça, je prends votre carte, hop, et je la fais disparaître, il n'y a pas besoin que je vous parle français, anglais, chinois pour que ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu en magie, c'est ce coup de cœur que j'ai eu grâce à ça. Et après, je me suis rendu compte que c'était un métier, j'ai commencé à bosser grâce à la magie, mais d'abord, c'est ce côté festif avec les gens, quel que soit leur horizon, je trouve ça fou. Et une fois diplômé et après Hong Kong, comment vous avez basculé ? Il y a eu une rencontre quand même avec Arthur. Mais vous... Ah oui, alors d'abord, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'événementiels, donc je travaillais en saison l'hiver à Val d'Isère et l'été à Saint-Tropez. Et j'ai rencontré Arthur lors d'une de ces saisons. Et c'est marrant parce qu'il était avec des amis, puis il me demande ma carte de visite parce qu'il avait un projet d'émission. Mais dans ces endroits-là, on en croise plein, des gens de la télé, des gens des acteurs, des comédiens. Puis on est toujours très heureux de les rencontrer. On se dit que c'est un moment privilégié, mais ces gens ne sont pas nos amis. Et en fait, Arthur, quand il m'a demandé ma carte, je me suis dit, peut-être que... Et en fait, 1 mois plus tard, il m'a rappelé et on avait rendez-vous dans son bureau et il préparait cette émission de diversion. Et c'était fou parce qu'il montait cette émission sur la magie. On était 6 magiciens. Et en même temps, moi, je rêvais de faire mon spectacle et il a accepté de produire mon spectacle. Donc, tout s'est passé en même temps et ça... Les étoiles se sont alignées. Ouais, les étoiles, les planètes, tout s'est lancé. annulé. Ça a changé ma vie parce que je suis passé de l'événementiel à la scène, au théâtre. Donc, ça, ouais, vraiment, pour ça, je suis vraiment très reconnaissant. Ouais.
On va replonger dans votre parcours de façon plus détaillée. Je vais disparaître, pas par magie, puisque quoique peut-être grâce à vous, ça va être possible. Je vais m'éclipser, vous allez rester là seul, et je vais vous proposer 4 mots, à vous de nous les éclairer, de nous les commenter. D'accord ? D'accord, avec plaisir. À tout de suite, Gus. À tout de suite. Alors Gus, vous manipulez vos cartes ? Oui, je ne peux pas m'en empêcher. Je vois ça. Ça tombe bien, puisque le premier mot, vous allez nous le tirer. Chiche ? Bien sûr. Allez. As. Un as. Oh. Bravo. L'as de carreau. L'as de carreau. Exactement, c'est l'as de carreau, oui. C'est celui que vous préférez ? Oui, c'est mon préféré. Pourquoi ? Parce que c'est une réponse un petit peu étrange, mais en fait j'aime beaucoup les cartes de carreau parce que pour faire des prédictions, je suis très mauvais dessinateur et le carreau est très simple à dessiner. Donc lorsqu'on va faire des prédictions dans des endroits un peu improbables, quand on arrive sur une presta événementielle ou quoi, c'est toujours sympa à faire. C'est rapide, efficace et c'est toujours joli. Alors quand on se lance dans le dessin d'un pic, parfois on a l'impression que c'est un petit animal un peu bizarre, donc j'aime beaucoup l'as de carreau. Sur votre livre, c'est un as de pique, il me semble. Oui. Oui, c'est vrai, mais là, oh là. Même sur l'étui de mon jeu de cartes, ça c'est vrai. Exact. Parce que l'as de pique, en fait, quand on personnalise son jeu de cartes, l'as de pique, c'est celui qu'on a le droit de modifier. Donc ça se fait pas trop en fait de modifier un autre que l'as de pique, c'est pour ça. Mais je devrais pouvoir quand même. Oh, elle est tombée. Je vais le refaire. Ça me rend triste. L'as de pique. Parce que si vous les voulez quand même tous les 4, il faut que tout le monde soit content parce que on n'a pas forcément tous le même préféré. Et c'est vrai que l'as de pique, en fait, ce que j'ai demandé au graphiste, je voulais que, c'est un petit peu bizarre, mais que l'as de pique ressemble un petit peu à mes passions. Donc voilà, on y retrouve la montagne, le ski et surtout le sourire. Parce que c'est vraiment ça la vie. Le ski, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, même le snow. Vous avez Oui. fait les championnats de France, Oui. j'ai lu. Oui, vous avez bien lu, c'est la vérité. C'est une vraie passion, ça ? Ouais, La montagne ? Ouais, c'est une vraie passion. Puis en grandissant à Lyon, on a la chance de pouvoir aller skier un petit peu plus facilement. Donc ouais, c'est vraiment c'est une passion que j'aime beaucoup et qui me déclenche une vraie adrénaline. Enfin, le ski, il y a plein de manières de pratiquer le ski, mais le ski, le snow en compétition, c'est fou ce qu'on ressent avant. Il y a un peu la même adrénaline un petit peu étrange que juste avant l'ouverture du rideau. C'est vraiment agréable. Donc vous êtes un as en glisse, un as des cartes, un as à l'école. On en a parlé tout à l'heure, une scolarité à Lyon, mais aussi dans le Nord, oui. À Lille. Vous êtes aussi un as dans la famille, puisque vous êtes le premier, il me semble, l'aîné de votre fratrie. Vous avez 3 petites sœurs ? Ouais, mais alors, le fait d'être aîné, ça fait pas de moi un as. Un as de la famille, c'est quelqu'un qui s'occupe bien de sa famille. Je m'occupe de mes petites sœurs, hein, mais c'est pas pour dire que je suis pas un as de la famille, mais être aîné, ça fait pas as, je trouve. Non. Ah, ça veut dire un aussi, premier peut-être ? Ça veut dire un premier, vous avez raison, 1 point pour vous. Et de toute façon, il y a 4 as et j'ai 3 petites sœurs, donc on peut être tous les 4 des as en fait, donc tout va bien. Et c'est une famille que vous voyez souvent ? Ouais, Vos petites sœurs, c'était votre premier public ? Ah bah mes petites sœurs, c'était mon premier public. C'est d'ailleurs ça le souci, c'est que maintenant je peux plus leur faire de magie. Elles en peuvent plus quoi. On pense que ah ouais, ton frère il te fait des tours. Ah bah non, on n'en peut plus. Mais ouais, on s'entend tous très bien. On est une famille assez soudée. On essaye de se voir le plus souvent possible. Après, sur 4, on est dans 4 villes différentes, donc c'est pas toujours pratique, mais ça n'a pas besoin d'être pratique. L'important c'est de se voir. Donc, On a parlé de l'as de pique, l'as de carreau et l'as de cœur. L'as de cœur. Je ne sais pas trop comment, si c'est une transition, parce que moi je serais ravi de vous parler de ma fiancée. De l'as de cœur, forcément, on pense à l'amour. Parce que j'ai demandé ma femme en mariage l'année dernière. Et la meilleure surprise, c'est qu'elle ait dit oui. Donc l'as de cœur, je crois que je vais lui laisser. Quoi que j'avais dit que j'avais 3 petites sœurs, j'avais déjà distribué les 4 as. Je vais partager l'as de cœur avec ma future femme. Donc c'est pas mal ça. C'est joli. Est-ce que ça a été une demande en mariage faite avec des cartes ?
Non, pas avec des cartes, mais je voulais qu'il y ait quelque chose de spécial et un peu magique. Donc je reconnais que j'ai beaucoup réfléchi à la mise en scène. Et là, vous dévoilez pas votre truc. Je sais pas, j'étais en train justement de regarder vers le côté de la réflexion de est-ce que vraiment je vais raconter ma demande en mariage maintenant. Je sais pas, c'est assez personnel, mais en tout cas Ce qui peut être dévoilé alors. Ce qui peut être C'est vrai dévoilé. qu'un magicien ne dévoile pas ses tours finalement. Non, après, Vous en êtes la preuve. Non, mais c'est vrai qu'en fait, non, mais ce qui est original, c'est le contexte aussi, c'est qu'on est parti en voyage pendant le troisième confinement parce que j'étais soi-disant là pour faire un spectacle dans la ville où on partait, le village où on partait. Et donc c'était le seul moyen de sortir du territoire français, c'était d'avoir une autorisation de travail. Donc on était tous les deux bookés pour faire soi-disant un spectacle, sauf qu'entre-temps, j'ai appris que le spectacle n'était plus possible parce que dans ce pays, ils n'acceptaient plus les travailleurs étrangers sur cette période. Donc en fait, moi, ce qui a été fou, c'est que dans ma tête, c'était on part, je vais la demander en mariage, on part plus, je peux pas faire ma mise en scène là, ici, à l'appart, à Paris, j'ai pas envie de le faire comme ça, on repart. Finalement, on y va, puis le spectacle est annulé, mais on part quand même. Mais moi, je voulais qu'elle soit vraiment surprise. Donc, le temps des premiers jours, je me suis rapproché un peu des gens qui géraient le village en disant il faut absolument que je lui fasse croire qu'il y a quand même le spectacle. Comme ça, si elle se doute que je vais la demander en mariage. Et donc, j'ai fait croire que ce soir-là, il y avait un spectacle dans le village. Donc, je dis, je suis dégoûté, finalement, je dois quand même faire un spectacle. Donc, parce que faire un spectacle, ça veut dire qu'il y a une journée qu'on passe un petit peu moins ensemble. Forcément, l'après-midi, on fait des réglages, des trucs, tout ça. Bon, finalement, c'était très simple. J'avais même fait un petit carton en disant chère Alice, vous êtes conviée au spectacle de Gus. Donc, comme ça, je voulais que dans ma tête, elle se dise, si elle se dit que je vais la demander en mariage pendant ce voyage, ce soir-là, elle savait qu'il y avait spectacle. Et donc, je savais que j'allais lui créer la surprise. Et ça, c'était important. Ça a été. De toute façon, demander sa femme en plein. Vouloir demander sa femme en pleine époque de confinement, c'est quand même vraiment c'est vraiment une aventure, ne serait-ce que pour acheter une bague aussi. Moi, en plus, on ne peut pas demander à des gens proches de nous aider, mes petites sœurs ou mes copains, parce que si on dit allô, ouais, j'ai demandé ma femme en mariage, on gâche la surprise pour cette personne. Donc, j'ai pris rendez-vous dans une bijouterie. C'est une petite anecdote très courte, mais on ne pouvait pas rentrer dans les bijouteries. Donc, il y avait une personne comme ça derrière la vitrine dans le magasin. Et moi, à travers la vitrine, je disais je peux voir celle-là. Alors que quand on choisit une bague, on s'en fait toute une montagne en se disant on va pouvoir la toucher, regarder sous toutes ses formes, ses coutures. Alors qu'en vrai, c'est la même quand elle est posée, hein, mais c'était juste. Et donc voilà, j'ai choisi une bague à travers une vitrine. Là, comme ça, je vous ai dévoilé un petit peu du côté original de cette demande sans aller dans le plus personnel. Et vous ne l'avez pas fait tomber, parce que ça, c'est arrivé déjà, dans le sable. Ah oui, dans le bouquin, oui, effectivement. Parce que j'ai un numéro que j'adore où je fais voler une alliance et puis le spectateur, la spectatrice met son doigt comme ça à la fin, puis l'alliance tombe sur le doigt du spectateur. C'est une mise en scène qui est vraiment jolie, mais qui peut être un petit peu... pour laquelle il y a un vrai challenge, en fait. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de faire voler la bague d'un spectateur et qu'elle tombe dans le sable. Mais non, ça ne m'est pas arrivé ce jour-là. Heureusement. Heureusement, pas de sable. Mariage à l'église prévu ? Mariage à l'église, oui. Ah, on en reparlera. Allez, on passe au deuxième mot. Échec. Après cette réussite. Échec, moi, c'est un mot que j'adore. Parce que dans l'apprentissage de la magie, tout ce que j'ai raté... ça m'a fait souvent beaucoup plus grandir qu'une émission qui se passe bien ou un spectacle qui se passe bien. C'est très important que les spectacles se passent bien et aujourd'hui en tournée ça se passe un petit peu toujours bien. Je touche du bois, c'est pas en bois, ça c'est en bois. Mais par exemple, on parlait tout à l'heure de mon échec avec le numéro visuel. C'est un truc qui m'a fait beaucoup grandir aussi parce que ça m'a aidé à trouver mon style et donc c'était très important. Puis oui, j'ai un rapport à l'échec qui est assez festif. Alors évidemment, dans l'instant, quand on a... même dans le spectacle, ça m'est déjà arrivé de planter un tour. Mais j'ai tellement réfléchi à des plans B, C, D, E, F. Je crois que je suis allé jusqu'au bout de l'alphabet des plans de secours. Et donc, à chaque échec, ça met le cerveau dans une espèce de surintensité de créativité pour... Comment on va s'en sortir pour que les spectateurs ne se rendent absolument pas compte qu'il y a eu un souci et on trouve souvent des parades qui sont incroyables. Donc, moi, j'aime bien l'échec. Pas, si possible, pas trop souvent, mais j'aime bien l'échec. Mais quand même, il faut beaucoup se tromper pour réussir finalement. Oui, ça c'est sûr. C'est la même chose dans la vie ?
C'est une bonne question parce qu'en fait, ça dépend à quel niveau. Ça dépend où est j'ai pas trop le baromètre de l'échec dans la vie. Là, dans les projets professionnels, je trouve ça super de se planter, de rebondir et de faire d'autres choses. Après, dans la vie, oui, si, c'est bien c'est bien de se planter en amour parce que, pareil, on grandit puis on sait beaucoup mieux ce qu'on veut pas, plus que ce qu'on sait. Oui, je pense que oui, c'est important aussi. Ça vous est souvent arrivé? Plantade en amour, vous voulez dire? Non, ailleurs aussi, enfin. Non, parce que se planter dans la vie. Hormis les tours de magie. Non, mais c'est juste que se planter dans la vie, en fait, il y a des choses où. Je sais pas, j'ai du mal à mettre en ordre mes pensées parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont du bon sens, je sais pas, de faire attention aux autres, d'essayer d'être pas. On a des métiers un peu bizarres, donc c'est de ne pas être trop auto-centré, d'être normal et attentif aux autres. Pour moi, c'est une valeur qui devrait être la base de tout. Donc si on subit un échec dans la vie en se disant ouais, ça fait 10 ans que je fais pas attention aux autres, là c'est pas bien de se planter, c'est hyper grave. Donc je sais pas, ça dépend où est le baromètre de l'échec dans la vraie vie, mais il y a des choses pour lesquelles on n'est pas censé se tromper quand même. Je veux dire, l'échec n'est pas valable quels que soient les sujets, je pense. C'est dommage qu'on n'ait pas un vrai joker dans la vie. Il y a un joker dans votre jeu de cartes? Je sais pas, parfois je les enlève, donc je l'ai trouvé. Oui, j'ai un joker. Il est en bicyclette, c'est pour ça que la marque s'appelle Bicycle, donc voilà, c'est une petite anecdote qui n'intéresse personne, mais moi je l'aime bien, mon petit joker. Vous l'utilisez souvent dans la vraie vie aussi, joker? Dans la vraie vie, non. Ah, on nous pose une question, je dis non, joker, ça je peux pas. Ah non, ça je supporte pas. Bon, après les échecs, on va passer à notre troisième mot. C'est aussi un mot que vous connaissez bien, en tout cas qui va bien avec les magiciens, ou plutôt les illusionnistes. C'est un mot que vous préférez d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Voici le troisième mot, c'est le mot secret. Mais il n'est pas encore apparu sur l'écran. Ah, secret. Secret, évidemment que secret, ça me parle, parce que, alors là, pour le coup, c'est vraiment uniquement professionnel. C'est dans la magie, les secrets, c'est pas du tout la base de tout, mais c'est quelque chose qui a une vraie valeur, même entre magiciens. Quand on va voir les spectacles des uns et des autres et qu'on est copains, en général, moi j'adore me faire bluffer par les spectacles de mes amis. Je cherche pas une solution dans l'instant. J'aime bien rentrer chez moi et me dire il a peut-être fait comme ci ou comme ça. Et quand on est copain, on peut se permettre de se poser des questions. Et il y a une vraie. C'est pas qu'il y a une culture du secret, mais il y a moi j'ai une vraie excitation à partager mes secrets avec mes copains magiciens quand je trouve que j'ai trouvé une bonne idée de méthode. Parce que les magiciens, on a un peu cette lubie de se dire ah, tu fais comme ça, c'est marrant parce que moi j'aurais fait comme ça. Et puis là, il y a toujours bah ouais, mais moi les gars, je pense, tu vois, si tu fais. Et donc la passion des magiciens, c'est de trouver d'autres méthodes pour faire les mêmes effets. Mais c'est aussi ce qui enrichit la magie, parce que quand on utilise plein de méthodes différentes pour arriver à un effet, plus il y a de méthodes différentes, plus c'est difficile à remonter pour le grand public. Donc c'est un peu flou ce que je dis, mais du coup, je trouve ça génial de partager ses secrets quand on a une idée ou. Par exemple, pendant le confinement, on a vécu des spectacles Zoom. Moi, j'en ai fait très peu parce que j'aimais pas trop le rapport aux gens avec les écrans. J'avais beaucoup de mal et je trouvais ça un peu tristoun parce qu'on choisit ce métier parce que c'est du spectacle vivant. Mais bon, bref, il a fallu faire un moment des spectacles sur Zoom. Et donc, on a tout d'un coup tous réinventé notre magie. Là où d'habitude, il faut que ça soit le plus interactif possible. Là, c'est compliqué parce que les gens coupent leur micro. Il y a un animal domestique qui passe, qui aboie, qui fait du bruit. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, c'était beaucoup moins interactif et beaucoup plus technique, je trouve. En tout cas, moi, comme je l'ai vécu. Et donc, on s'est partagé plein d'astuces, plein de secrets. Et je trouve ça... C'est génial de pouvoir partager des petites victoires de son métier avec les gens du métier. Je trouve ça cool. Donc finalement, vous n'êtes pas trop un adepte du secret, plutôt du partage. Moi, je suis plutôt un partageur de secrets. Moi, je garde aucun secret. Moi, vraiment, si vous avez un truc à me dire de secret, faut pas me le dire parce que, sauf évidemment les trucs de vie perso, tout ça. Mais c'est pas des secrets qui sont intéressants ou excitants. Enfin, des choses, voilà. Mais je veux dire, moi, les secrets. Mais en plus, le secret. Je trouve le secret, il a été fabriqué pour être partagé. Le secret, qu'une idée, c'est de le partager. Voilà, d'où le livre d'ailleurs.
Mais votre part secrète, vous la dévoilez peu. Bah, ça impliquerait que j'ai une part secrète et je trouve pas. J'ai pas l'impression d'avoir une part très secrète. Enfin, mais moi, j'ai un rapport au spectacle qui est assez. Enfin, qui est assez. Je sais pas, peut-être que j'ai pas assez réfléchi à mon rapport au spectacle, mais pour moi, je suis sur scène comme je suis dans la vie. C'est-à-dire que, évidemment, que j'ai extrapolé les côtés les plus festifs de ma personnalité, mon envie de rigoler et tout ça. On peut pas être aussi cinglé dans la vraie vie, mais quand même, c'est très similaire. Bon, enfin, ouais, non, je me sens pas une part de mystère incroyable. Secret. Il n'y a pas un film Harry Potter et la Chambre des Secrets? Ça a été un idole pour vous, Harry Potter? Toujours aujourd'hui, bien sûr. Bah oui. Harry Potter, bah c'est... Et puis ça fait partie aussi des films qui ont fait qu'on a parlé beaucoup de magie. Alors évidemment, c'était plus des sorciers, de la sorcellerie, tout ça, mais Harry Potter, dans le même temps, il y avait aussi le Prestige, l'Illusionniste, tous ces films qui parlent de la magie de manière plus ou moins moderne ou fantastique. C'est des films qui ont aussi clairement aidé à faire que la magie soit redevenue à la mode, parce que je pense que sans le cinéma, on n'aurait pas eu autant de spectateurs dans les salles de magie ces 10 dernières années. Donc, en plus, avec la nouvelle magie humoristique qui a été initiée d'abord aux États-Unis, puis qui est arrivée en France avec... il y a eu un spectacle avec plusieurs magiciens qui s'appelait Magicien Tout est écrit, qui était super drôle. Il y a Éric Antoine après qui est arrivé. Enfin, il y a une vraie... il y a une vraie envie qui s'est créée pour la magie humoristique en France. Je pense que les Français qui vont au théâtre, je crois que je suis complètement en train de ne pas répondre à votre question, mais j'aime bien cette réponse. Les Français qui vont au théâtre, ils ont une vraie envie de se marrer et de se détendre. Et la magie, ça s'y prête complètement, donc on a beaucoup de chance. Et vous, ensuite, c'est pas un secret. Vous avez envie de vous dévoiler encore davantage. On vous avait déjà vu dans... On va vous voir dans I3P. Oui. Vous avez vu sur petit écran, donc avec Marc Lavoine. Et ensuite, peut-être une carrière sur grand écran. Oui, c'est vrai que ça, c'est pas un secret? Non, c'est pas un secret du tout. Ah, mais vous allez chercher mon secret pendant toute l'émission, mais peut-être qu'on va pas... Je vous laisse continuer à chercher. Mais oui, là, c'est clairement... En fait, je rêvais d'avoir un spectacle. Aujourd'hui, je suis sur scène et je vis une espèce de rêve éveillé. Enfin, c'est complètement fou comme ce qui se passe. Et c'est clair que ça me fait rêver d'autres choses, même si je pense que je ferai toujours du spectacle. J'ai déjà envie d'un autre spectacle, mais le cinéma, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Après, pour moi, cinéma, c'est télé, série, tout ça. La comédie, ça s'appelle jouer d'ailleurs, et c'est quand même formidable de se dire, c'est comme jouer sur scène. Enfin, c'est fou de se dire, j'ai tellement hâte d'avoir des enfants et de leur dire, je pars jouer et pas je pars travailler. Enfin, c'est vraiment une vie de privilégié, on a vraiment beaucoup de chance, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et ouais, le cinéma, la comédie, c'est quelque chose qui me fait, qui me donne très envie et qui me fait beaucoup rêver. Ouais. Vous seriez capable de lâcher les cartes pour ça? Le temps d'une préparation à un tournage, le temps d'un tournage, évidemment que oui. Après, décider de complètement lâcher le jeu de cartes pour faire du cinéma, je pense que c'est déjà un peu tôt pour se poser la question. Mais non, je pense que j'aurai toujours un jeu de cartes. Mais après, si ça fait pas du tout partie du personnage, je l'aurai discrètement. Une pause dans la loge, tout ça, on entendrait des bruits un peu bizarres. Mais il répète pas du tout, là, il est en train de manipuler, c'est pas possible. Allez le voir. Mais non, je pense que je lâcherai jamais mon jeu de cartes. C'est devenu un tic? Ouais, un tic, une obsession, une manie, je sais pas, c'est... Ça déstresse? Ah oui, c'est clair que ça me détend. Clairement, un jeu de cartes dans les mains, c'est plus puissant que n'importe quelle balle relaxante ou n'importe quel autre objet spécial anti-stress. Moi, c'est vrai que c'est le jeu de cartes. Après, je me rends compte que je fais souvent les... Une carte est tombée. Oui, ça arrive, hein, dans la relaxation du jeu de cartes. Je fais souvent les mêmes manips. Il y a vraiment des manips qui me font du bien aux mains. C'est un peu bizarre à dire, mais... Voilà. C'est très joli. Ça s'appelle comment encore? Ça s'appelle... ça s'appelle en anglais, ça s'appelle Under Pressure. Parce que ça vient de faire le pressure fan, et sauf qu'on le fait en ramenant les cartes de l'autre côté. Ça, c'est typiquement un mouvement qui n'a aucun intérêt à part l'aspect joli du mouvement, parce que ça n'accomplit aucun procédé magique, aucun rien. Il y en a un autre un peu dans le même style que j'aime beaucoup, que je maîtrise clairement moins bien, mais je pense qu'on peut le tenter. Là, c'est vraiment une manière de mélanger les cartes pour quelqu'un qui a vraiment du temps dans la vie, quoi.
C'est joli en tout cas. Merci. Bon, pour ce troisième mot secret, vous n'allez pas nous dévoiler un secret là. Oh, je pourrais vous dévoiler un secret, si, bien sûr. Faut que je vous dévoile un secret intelligent, rapide, efficace. On parle d'un secret de magie, évidemment. Oui. Ou pas, c'est vous qui le décidez. Non, de magie, allez. Non, mais de magie. De magie. Je vais voir si je trouve une idée. Non, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voulez un secret magique ou un secret de manipulation. Moi, ça m'arrangerait plus de vous donner un secret de manipulation, parce que... Forcément. Parce qu'un secret de magie, en fait, même s'ils sont dans le bouquin... Pardon, je vous refais une petite réponse avant de vous dire le secret, mais je trouve que les secrets de manipulation, je veux dire, quelqu'un qui a envie d'apprendre ce mouvement ou comment mélanger les cartes, il pourra toujours s'en servir s'il joue à la belote, au poker, au tarot, à n'importe quel jeu avec des amis. Un secret de... Vous voyez, en fait, quand je prends la carte comme ça et que je la fais disparaître, même si c'est expliqué dans le bouquin, je trouve ça dommage de l'expliquer à des gens qui ne l'ont pas forcément demandé, parce que la magie, je trouve que ça doit partir du spectateur, de la personne, doit avoir envie. Alors que la manipulation, il n'y a pas d'enjeu. Il faut pas... Quand les gens connaissent les coulisses, ils peuvent être déçus. Donc, pour être sûr de décevoir personne, moi, il y a un mouvement qu'on me demande tout le temps d'expliquer, qui est l'accordéon. Et les gens pensent que c'est complètement inaccessible. Et en fait, il y a deux secrets qui font que ça change. C'est beaucoup plus facile à envisager. Le premier, c'est le positionnement des doigts. Donc, on peut les positionner comme ça ou comme ça. Moi, je les positionne comme ça, parce que avec le temps, c'est ça que j'aime. Mais l'important, c'est que ça soit vraiment à l'extrémité du pouce. Et le deuxième secret qui est important, c'est que les gens qui commencent, ils font comme ça, puis au fur et à mesure, ils relâchent et ils trouvent que ça part pas très fort. Et en fait, le vrai secret, c'est que les cartes, elles vont être éjectées parce qu'on va bomber de plus en plus le jeu, vous voyez, jusqu'à carrément l'écraser à la fin. Et quand on sait que déjà, les cartes sont éjectées parce que la pression augmente de plus en plus, eh ben, évidemment, au début, on ne les rattrape pas dans la main parce qu'on n'a pas l'habitude que ça arrive tout bien, tout pile poil. Mais en s'entraînant sur un lit, un fauteuil, un truc, on peut déjà avoir en apprenant à bomber et à intensifier la pression, on peut avoir un truc relativement homogène. Au début, ça va faire un peu des petits paquets comme ça. Mais c'est le début de la fête. Merci pour ce partage de secrets. Ça n'a pas l'air évident quand même. Allez, ça va bien se passer. On passe au quatrième mot. Et c'est le mot miracle. Miracle. C'est un mot pas facile, je trouve. En magie, il y en a pas mal des miracles. Disparition, apparition. Bien sûr, non, parce que moi j'ai un rapport au miracle assez étrange parce que en fait, le mot miracle, on l'utilise souvent en magie, en mise en scène, tout ça, en se disant parce que parfois il y a des numéros où on se dit c'est magique, ça a l'air très simple sur scène. Et en coulisses ou ailleurs, ça peut être des véritables usines à gaz de complexité, de choses techniques, autres, tout ça. Et ça m'arrive souvent, moi, avec mon équipe, de se dire est-ce que tu es sûr que tu veux là vraiment ce drap noir-là, tout ça, machin, tout c'est. Il y en a trop, en fait. Et la conclusion, c'est toujours la même, c'est jamais trop si on peut faire vivre un miracle aux gens. Donc, mais c'est vraiment, moi j'utilise ce mot uniquement dans ces contextes, et mais ça fait un peu, je me rends compte qu'il y a un côté un peu étrange, j'utilise le mot miracle, mais c'est pour, on le voit dans les yeux des gens, et je dirais juste, c'est jamais trop de galère si ça permet de faire vivre un miracle aux gens. C'est vraiment ça mon rapport à ce mot. C'est vrai que pour la magie, il y a des trucs. Nous sommes sur KTO. Quid des miracles chrétiens? Oui. Après, les miracles chrétiens, est-ce que je vais vraiment me lancer dans une réflexion par rapport... Il y a vraiment des moments où on trouve que son cerveau ne va pas assez vite. Mais en plus, vous ne m'avez pas vraiment posé la question. Je me suis mis dans l'embarras tout seul. En fait, les miracles chrétiens, c'est vraiment des belles histoires, mais c'est un peu comme
Je sais pas si on peut comparer. Moi, c'est des choses qui me font rêver. Et un peu comme, par exemple, un spectacle d'une autre époque ou quelque chose un magicien que j'ai pas connu. Il y a toujours une petite frustration de se dire, j'aurais tellement aimé voir. Mais voilà, ça reste des belles histoires. On dit aussi le miracle de la vie, de l'amour. Vous parliez de votre mariage à venir à l'église catholique. Oui. Ah oui, le miracle de l'amour, oui, ça c'est quelque chose. C'est sûr que c'est quelque chose de formidable. On est évidemment plus fort à deux. Et puis, moi, j'ai évidemment envie qu'on ait des enfants, tout ça. Donc, c'est un projet qui se fait clairement à deux. Et ouais, le miracle de l'amour, c'est quelque chose de très beau aussi. Je ne sais pas si je vais être capable de le développer vraiment, mais c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup en tout cas. Votre carte préférée, la Dame de cœur? Pas vraiment. Non, moi, je dis tout à l'heure, moi j'aime vraiment bien le carreau pour sa simplicité à le dessiner. Puis j'ai aucune carte qui me fait penser à quelqu'un ou à quelque chose. Je veux dire, la Dame de cœur, Roi de cœur, Valet de cœur ne me font pas penser à des personnalités autour de moi. J'ai pas de lubie d'apprentissage, de mémorisation de jeux de cartes avec des liens, avec des personnalités, des personnes, tout ça. La Dame de cœur, c'est pas encore votre future épouse. Non, je préfère que Alice soit ma fiancée et ma future femme que la Dame de cœur. La Dame de cœur, elle est dans... Imaginez, je me suis fait fabriquer des jeux de cartes, j'ai commandé 1000 jeux de cartes, donc il y a potentiellement 1000 dames de... Enfin non, j'ai utilisé des jeux, mais il doit rester 750 dames de cœur dans des cartons dans mon bureau, c'est pas très personnel, alors que Alice, ma fiancée, il n'y en a qu'une seule, et ça a beaucoup plus de valeur. C'est sûr. La Dame de cœur, c'était aussi un peu une allégorie. Ah oui, non, mais moi, je suis trop premier degré. Hein. Moi, vous savez, j'aime trop les cartes. Je peux pas... Les cartes... Les cartes, c'est des cartes. J'ai de l'allégorie. Je veux dire, pour moi, par exemple, le 8 de trèfle, il y a peut-être une allégorie qui existe sur lui. Pour moi, il restera que lui, physiquement, ce petit morceau de carton plastifié qui me permet de faire des trucs festifs. On parlait un peu de religion tout à l'heure. Quel est votre rapport à la religion? Mon rapport à la religion... il est assez simple. Moi, je viens d'une famille qui est plutôt très croyante, pas très pratiquante, sauf dans les périodes un peu clés. Donc, moi, avec le temps, je pense que je suis... moi, de toute façon, moi, je suis clairement pas... je suis pas très pratiquant, vraiment pas beaucoup. Donc... pour être honnête, vraiment très peu pratiquant ces dernières années. Et c'est vrai que d'envisager le mariage à l'église, ça m'a permis aussi de me retrouver un petit peu avec la religion et d'essayer de l'envisager différemment. Parce que je pense que, au plus jeune aussi, j'ai eu vraiment une longue période où, parce qu'on est jeune et parce qu'on en voit un peu tout chier, la religion, c'était tout nul et c'était trop long, et j'aimais pas les chants, tout ça. Et c'est vrai que pour la première fois, en redécouvrant la religion... en ayant 32 ans, donc en étant un tout petit peu plus mature qu'à 12 ans, ça fait du bien aussi d'y trouver d'autres choses. Je ne dis pas que j'ai été exposé à la religion trop jeune, je veux dire, chacun le vit comme il le veut, et puis c'est comme ça que ça se fait aujourd'hui. Mais j'ai clairement été pendant longtemps pas prêt, et j'ai un bon espoir d'être un peu plus pratiquant avec le temps, parce que j'y trouve des nouvelles choses, mais c'est vrai que... Ouais, dans ces dernières années, je suis clairement pas très bon pratiquant. Pas très pratiquant, tout simplement. Ouais. Vous avez fait vos sacrements? Oui. Baptême, confirmation, communion avant? Oui, communion avant. Tout fait. Vous portez un prénom très chrétien, Augustin. Oui, il y a 2 Saint-Augustin, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est une volonté de mes parents? Non, je pense qu'ils aimaient bien le prénom, mais je ne pense pas qu'ils se soient posé la question de Saint-Augustin, de savoir quelles étaient ses valeurs, tout ça. Je pense que c'est surtout... je pense pas que... Peut-être qu'il y a une connotation religieuse inconsciente, mais je pense pas que c'est pour ça qu'ils aient choisi ce prénom. Sinon, ils m'en auraient voulu de m'appeler Gus. Mais déjà, quand on choisit un super prénom avec un super saint, et toi, tu prends un petit surnom en 3 lettres... On n'a jamais eu cette discussion, donc je pense que tout va bien. Parfait. Merci beaucoup, Merci Augustin.
Merci à vous, Marie. Gus, je reviens vous voir pour la dernière partie. À tout de suite. À tout de suite. Bon, je suis de retour auprès de vous et vous manipulez toujours vos cartes. Ah bah je me suis pas arrêté. C'est plus fort que vous. Ça n'arrête pas. Elle n'en a pas assez, votre fiancée, parfois? Non, mais ça va en fait. En fait, elle est très tolérante. Par exemple, quand on regarde un film, moi ça m'arrive souvent d'avoir un jeu de cartes. Alors j'évite de faire parce que c'est insupportable. Oui. Et c'est vrai que j'ai toujours des nouveaux mouvements que je travaille qui sont pas forcément des mouvements bruyants, mais après, Alice elle est comédienne et chanteuse et en ce moment elle travaille un album de guitare-voix, donc il y a tout le temps de la guitare ou du ukulélé dans l'appart et alors ça peut faire rêver, puis ça peut être aussi, parfois elle répète beaucoup la même chanson parce qu'elle la travaille et moi ça me pose aucun souci, même je suis content de l'entendre travailler, tout comme elle. Vous êtes mutuellement tolérants. On est mutuellement tolérants. Après, je pense que c'est plus facile pour moi d'être tolérant parce qu'elle joue très bien de la musique, alors que moi, c'est un peu plus relou comme bruit, les bruits de cartes. Mais on se soutient tous les deux, donc il n'y a vraiment pas de tracas. Je peux vraiment avoir un jeu de cartes dans des moments où clairement, c'est pas le moment d'avoir un jeu de cartes et ça va la faire marrer ou elle va pas y prêter attention. À l'église, par exemple. Ah bah moi, clairement, pendant le mariage, j'aurais un jeu de cartes dans les mains. Oui, devant le prêtre. Non, je pense pas. Non, après, c'est dans des Et situations. attention à la bague. Oui, non, je vais faire très attention. Pas faire tomber. Hein. Ça, Vous, l'illusionniste, vous avez encore beaucoup d'illusions? D'illusions dans la vie, un peu. Illusions. Je crois que j'ai surtout beaucoup d'illusions en tête pour un prochain spectacle. C'est plutôt ça que j'ai envie de vous dire. D'illusions dans la vie, je ne pense pas. Mais d'illusions pour un prochain spectacle, ouais, j'ai. Le fait que ce spectacle il fonctionne et qu'il y ait des gens dans les salles, vu que je l'ai fabriqué dans une chambre à Lyon et que c'est vraiment fabriqué de briques et de broc en mode bricolage, j'ai hâte aussi de faire quelque chose encore un peu plus grandiose, tout ça. Donc j'ai quelques idées, pas mal d'idées pour un prochain spectacle et j'aimerais qu'il y ait plus d'illusions un peu. Donc, plus d'illusions. Ça sera pour quand? Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Je vais vous dire 2024 pour prendre un engagement et pas donc faire ce le mec serait qui se met pas. Illusionniste 2. Je sais pas si ça marcherait d'écrire 2 sur une affiche. Non, mais déjà, il faut refaire cette affiche parce que elle date de 2017, bien avant les confinements. Moi, j'ai eu tous mes cheveux blancs pendant le confinement, donc il va falloir se mettre à jour. C'est un peu comme l'application qui vieillit les visages. Il faut que je fasse pareil avec mon affiche. Vous l'avez mal vécu ce confinement? Hyper bien vécu. Ah, moi, j'ai vraiment. C'est une période incroyable. Et à part les cheveux blancs. Enfin, il y a eu ce livre surtout. Il y a eu ce livre, non. Puis surtout, en fait, nous très vite. On était dans un beaucoup plus petit appart à l'époque. On était vraiment. Alors pour le coup, le mot confinement prenait tout son sens. Mais on avait juste été privés de jouer, quoi. Et il y avait des gens autour de nous qui étaient privés de respirer. Donc pas besoin d'avoir 15 ans d'études pour comprendre que là, dans l'échelle des priorités, il y a un vrai truc qui se passe qui est du jamais vu, qui est incroyable. Donc après, évidemment. Au fur et à mesure, les histoires de masse, pas de masse, tout ça, le fait que ça tire dans la longueur, on commence à être impatient parce qu'on avait envie de jouer et de profiter de notre métier. Mais c'est tellement une vie de privilégié, c'est pas été très compliqué. Vous voulez que je fasse arriver votre capuchon dans votre main tout de suite? Vous êtes concentré? Tomber le capuchon. Ça, vous savez pas faire. Hein. Pas non, encore. Là, j'avoue que sur le plateau, en tout cas, pour les cartes pendant le confinement, c'est assez pratique. Vous êtes devenu encore meilleur, j'imagine. Ah bah, il y a des tours avec les masques, il y a des tours un peu Covid. Ouais, alors moi, tout ce qui est tour Covid, je les ai complètement bannis parce que je trouvais ça un peu anxiogène et je trouve que la magie, même sur Zoom à l'époque ou même aujourd'hui, moins on parle de Covid, mieux on se porte. Il y a une vanne dans le spectacle, spectacle d'1h30 où on fait une petite blague parce que ça s'y prête et c'est une impro. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas trop creusé la piste du Covid. Il y en a qui l'ont fait super bien et tant mieux, c'est toujours drôle. Mais moi, j'aimais bien m'en détacher. Oui, vous n'avez pas tort. J'aimerais bien tourner la page définitivement. On est en train, j'espère, là. Un jour. Merci beaucoup, Gus, qu'on peut retrouver partout sur scène. Vous partez donc en Suisse, mais on vous retrouve aussi dans plein de salles en France avec l'illusionniste, illusionniste même. Ouais, pas de l'apostrophe, c'est vrai. Je veux surtout pas de l'apostrophe, moi, parce que je trouve ça, c'est déjà un métier un peu mégalo d'être sur scène. Mais alors le L apostrophe, l'illusionniste, ça fait vraiment le mec qui se croit tout seul dans le métier, genre l'illusionniste, le seul. Moi, je suis Gus, illusionniste, un illusionniste parmi d'autres, et ça me va très bien. Et si vous-même, vous voulez devenir un petit peu illusionniste, magicien comme Gus, peut-être pas avec autant de talent quand même, cool. Eh bien, lisez son livre « 30 tours et manipulations » aux éditions La Martinière. Merci beaucoup. Mais merci à vous, de votre surtout pour présence. l'invitation. Un dernier petit
fais un Petit truc tour avant rapide. qu'on Parce que referme. Tout à l'heure, on parlait de secret, et je vais vous Allez. dire un secret. Ah. C'est que ça, c'est un jeu que j'ai préparé pour l'émission. Je me suis dit, on se pose, peut-être si on aura le Avec temps. un X. J'ai mis une croix dessus parce Ouais. que je ne veux pas le confondre avec mes autres jeux. Celui-là, je l'ai préparé vraiment pour aujourd'hui. Il y D'accord. a une carte qui est pas dans le même sens que toutes les autres. Et c'est vous qui allez la choisir. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de roi de cœur. Réfléchissez bien. Peut-être faut prendre une carte difficile, genre 4 de trèfle. Peut-être faut faire une dame de cœur parce que c'est classique et que du coup, j'aurais jamais imaginé. Faites ce que vous voulez, mais soyez sûr de votre choix. Quand Je vous vous voulez. donne. Vous pouvez le dire, de toute façon, je touche pas au jeu. Incroyable, hein. Il ne le sait pas. Hein. Ah non, non. Là, il va être surpris d'ailleurs, parce que d'après ce que vous m'avez dit, vous aimez le carreau. Donc je vais choisir le carreau. Sympa. Ah, et le 7. 7 de carreau. Ah, c'est marrant ça. Vraiment, 7 de carreau Mhm. Parce qu'en fait, j'en étais sûr que vous alliez dire 7 de carreau. C'est quand même dingue. Je le savais Vous avant. que vous- lisez dans mon esprit. J'ai la Mhm. preuve parce que je sens bien que ça ne va pas vous suffire. Si vous regardez, en fait, les cartes, elles sont barrées, un petit peu comme cet étui. Mais les cartes, elles sont toutes barrées. Sauf une qui n'est pas dans le même sens que toutes les autres. Elles sont barrées ici, barrées ici, barrées ici. Et la seule carte qui n'est pas barrée, c'est le 7 de carreau. C'est vrai que c'est bluffant. Incroyable. Incroyable. Ah, c'est vous qui l'avez fait, hein. C'est vous qui avez choisi la carte. Donc là, c'est bravo à vous. Hein. C'est bluffant. Alors, il paraît qu'il ne faut pas refaire les tours. Je comprends. Oh, si, on peut le refaire. Non. Non, on reste là-dessus, mais je suis complètement retournée. Parce qu'on a envie de se dire, non, j'aurais dû choisir une autre carte. Il faudrait essayer avec une autre carte, mais bon. La prochaine fois. Une prochaine fois, on vous réinvitera. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à vous. Illusionniste. Vous pouvez retrouver bien sûr cette émission avec tous les tours sur kto.tv.com. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir, Gus. À bientôt.